Bonjour et bienvenue à tous dans Graines d'Histoire. Classe de 4e. Le cours d'aujourd'hui va porter sur la Révolution française et l'Empire qui se déroule entre 1789 et 1815. La première partie portera sur le nouvel ordre politique qui se forme durant cette période. La Révolution française est un événement fondateur de l'histoire de France. Entre 1789 et 1815, les transformations politiques et sociales sont nombreuses et brutales. Elle bouleverse profondément la France et les Français. Ainsi, la France passe, en près de 25 ans, du régime de la monarchie absolue à celui de la monarchie constitutionnelle, puis devient une république avant de devenir un empire. À la fin des années 1780, la France traverse une crise profonde multiforme. Une crise économique et financière, car les caisses de l'État sont vides et aucune réforme fiscale n'est possible, car la noblesse et le clergé refusent de payer des impôts. De plus, depuis plusieurs années, les récoltes sont mauvaises, ce qui entraîne une augmentation du prix du pain. Une crise sociale liée à la cherté du pain, à la misère de nombreux Français et aux revendications de la bourgeoisie qui réclame une reconnaissance plus forte. Une crise politique liée à la remise en cause de la monarchie absolue sous l'influence des philosophes des Lumières. Enfin, l'influence de la Révolution américaine et de la monarchie parlementaire anglaise constitue un modèle à suivre pour de nombreux révolutionnaires. C'est dans ce contexte de crise que les États généraux s'ouvrent à Versailles le 5 mai 1789. Ils n'ont pas été réunis depuis 1614, ce qui montre l'importance de la crise que traverse le pays. Les États généraux sont une assemblée, réunie sur ordre du roi, qui rassemble les 3 ordres de la société. Les revendications de chaque ordre ont été rassemblées dans des cahiers de doléances rédigés durant l'année 1788. Alors que le tiers-État réclame une baisse des impôts et une plus grande égalité dans la société, la noblesse et le clergé réclament le maintien de leurs privilèges. Dès l'ouverture des débats aux États généraux, la discorde éclate concernant la manière de voter. Les députés du tiers-État réclament le vote par tête, alors que la noblesse et le clergé souhaitent le maintien du vote par ordre, qui les avantage. Mais pour régler le déficit budgétaire, Louis XVI ne propose qu'une augmentation des impôts payés par le tiers-État et refuse que le vote se fasse par tête. Face à ce blocage, les députés du tiers-État, ainsi que certains députés de la noblesse et du clergé, se réunissent dans la salle du Jeu de Paume et se proclament Assemblée nationale. Le 20 juin 1789, ils jurent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. C'est le serment du Jeu de Paume. Une constitution est un texte de loi qui a pour but de limiter et de fixer précisément les pouvoirs du roi. À Paris, l'agitation est à son comble. Le peuple parisien souhaite être un acteur concret des évolutions politiques et sociales en cours à Versailles. En soutien à la nouvelle Assemblée, les Parisiens s'emparent de la Bastille le 14 juillet 1789 pour s'armer et s'opposer aux armées du roi. C'est également un symbole de l'absolutisme qui tombe. Face à la pression des Parisiens, Louis XVI cède et reconnaît l'Assemblée nationale constituante qui s'est formée. La monarchie absolue disparaît alors. Le 17 juillet 1789, Louis XVI se rend à Paris en signe d'apaisement. Il porte alors la cocarde tricolore des révoltés parisiens. Au même moment, dans les campagnes françaises, une rumeur se propage, selon laquelle les seigneurs locaux forment de petites armées pour massacrer ceux étant favorables aux idées révolutionnaires ou encore pour détruire les récoltes. Des paysans s'attaquent alors aux châteaux seigneuriaux et détruisent les titres de noblesse et les droits seigneuriaux. C'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale proclame l'abolition des privilèges seigneuriaux dans la nuit du 4 au 5 août 1789. C'est la fin de la société d'ordre héritée du Moyen Âge. 3 semaines plus tard, les députés adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Elle proclame tous les hommes libres et égaux en droit devant la loi, mais exclut les femmes, les étrangers et les pauvres. Elle reconnaît la liberté d'expression ou la liberté religieuse et affirme l'idée de souveraineté nationale, c'est-à-dire que tout gouvernement doit être le résultat de la volonté de la nation.
Le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération symbolise l'union retrouvée entre le roi et son peuple. Toutefois, c'est une unité bien fragile, car Louis XVI est opposé à toute limitation de son pouvoir, alors que la Constitution est sur le point d'être achevée. C'est pourquoi Louis XVI décide de s'enfuir de Paris en juin 1791 pour récupérer par la force des armes son pouvoir. Mais il est rattrapé à Varennes. Ramené de force à Paris, il est emprisonné en attendant son procès. C'est dans ce contexte que la Constitution instituant une monarchie constitutionnelle entre en vigueur en septembre 1791. Louis XVI est désormais roi des Français, il ne dispose plus que du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est confié à l'Assemblée nationale. Cette Constitution crée également le suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les citoyens payant l'impôt ont le droit de voter. Mais la fuite du roi a été vécue comme une trahison à la nation française. Avant son départ, de nombreux révolutionnaires voulaient instaurer une monarchie constitutionnelle, mais désormais, beaucoup veulent la supprimer. Des manifestations ont alors lieu à Paris pour exiger la destitution du roi et l'instauration d'une république. Lors de la manifestation du Champ de Mars, le 17 juillet 1791, l'Assemblée nationale ordonne à la garde nationale, dirigée par le marquis de Lafayette, de tirer sur la foule. En effet, l'Assemblée nationale refuse toute participation populaire directe au processus de décision politique. Pour les Parisiens, la fusillade du Champ de Mars est une trahison de l'Assemblée à la Révolution. Ainsi, la tension est à son comble entre l'Assemblée nationale et Louis XVI, qui est considéré comme un traître, mais avec lequel il faut s'accommoder pour empêcher l'instauration d'une république, l'Assemblée nationale et certains Parisiens, qui veulent la fin de la monarchie et l'instauration d'une république. Pour l'instant, les Jacobins sont minoritaires à l'Assemblée. La France et les monarchies européennes qui menacent d'entrer en guerre s'il est fait du mal à la famille royale. L'Assemblée nationale s'unit face à la menace des monarchies européennes et déclare la patrie en danger. Puis elle déclare la guerre à l'Autriche en avril 1792. En juillet 1792, le manifeste de Brunswick menace la France de représailles s'il est fait du mal à la famille royale, puis, en août, la Prusse rejoint l'Autriche, en guerre contre la France. En réaction, le peuple parisien s'empare du château des Tuileries, où se trouve la famille royale depuis octobre 1789. C'est aussi l'occasion d'un massacre important de royalistes et d'opposants à la Révolution. Ce sont les massacres de septembre. Cette journée révolutionnaire met fin à la monarchie constitutionnelle. Louis XVI et sa famille sont emprisonnés à la prison du Temple. Une nouvelle Assemblée nationale est élue pour la première fois au suffrage universel masculin, la Convention nationale. Le 22 septembre 1792, la Première République est proclamée par la Convention nationale, 2 jours après l'importante victoire française à Valmy contre les monarchies européennes. Les armées françaises remportent une victoire bien plus décisive à Jemappes en novembre 1792 contre les armées autrichiennes. La Première République débute en 1792 et s'achève officiellement en 1804 avec la naissance du Premier Empire. 3 temps jalonnent cette Première République. Tout d'abord la Convention nationale, puis la période du Directoire, enfin la période du Consulat. En 1792, des élections législatives ont lieu. Moins de 10% de la population y participe. L'Assemblée élue, nommée la Convention, se partage en 2 camps principaux, les Girondins et les Montagnards. Tout d'abord, le pouvoir est exercé par l'alliance entre les députés de la Plaine et les Girondins. Ce sont des révolutionnaires modérés. Une nouvelle constitution est rédigée, elle affirme la souveraineté de la nation et l'égalité de tous les citoyens, mais elle n'est jamais appliquée en raison de l'état de guerre intérieur et extérieur permanent. Le procès de Louis XVI débute en décembre 1792. Il est condamné à mort et exécuté en janvier 1793. Son exécution entraîne la formation de la première coalition dirigée par l'Autriche. Elle soude la plupart des pays européens contre la France. En 1793, les échecs militaires français se multiplient. Face à la menace d'invasion, la Convention fait voter la levée en masse de 300 000 hommes.
c'est-à-dire l'obligation pour tous les hommes célibataires de 18 à 25 ans de combattre pour défendre la République. Aux menaces extérieures s'ajoutent des tensions internes car des soulèvements contre-révolutionnaires, c'est-à-dire opposés à la Révolution, éclatent partout en France. De nombreux Français, favorables à un rétablissement de la monarchie, s'opposent aux armées de la République, notamment en Vendée. En juin 1793, les sans-culottes se soulèvent contre la Convention dirigée par les Girondins pour exiger une poursuite des mesures révolutionnaires. Depuis le début de la période révolutionnaire, les sans-culottes exercent une pression politique constante pour maintenir la Révolution dans un sens radical. Ce soulèvement aboutit à l'arrestation des députés girondins et au contrôle de la Convention nationale par Robespierre. C'est le début de la Terreur. Toute opposition aux mesures prises par les montagnards est perçue comme une trahison à la Révolution et est sévèrement punie. Robespierre dirige de fait le pays, car il contrôle le comité de salut public et la Convention grâce à la force de ses discours. Il contrôle le comité de sûreté générale et donne des ordres au tribunal révolutionnaire. Des mesures d'exception qui limitent les libertés de 1789 sont adoptées. Ainsi, la loi des suspects permet d'arrêter quiconque sur simple dénonciation. Malgré une politique économique et sociale en faveur des citoyens les plus pauvres, entre 1793 et 1794, la Terreur est une période durant laquelle les libertés fondamentales sont suspendues. À partir de 1794, les victoires militaires françaises se multiplient, comme lors de la bataille de Fleurus. De nombreux députés réclament alors la fin de la Terreur, mais Robespierre souhaite poursuivre ces mesures radicales. Robespierre est finalement arrêté et exécuté le lendemain, le 10 Thermidor en 2, le 28 juillet 1794. Une nouvelle constitution, la Constitution de l'an 3, donne naissance au Directoire. Cette nouvelle constitution réaffirme la liberté et le droit à la propriété, mais le principe selon lequel les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit est rejeté. Le pouvoir est partagé entre 5 directeurs qui possèdent le pouvoir exécutif. Ce partage du pouvoir a pour but d'empêcher un retour de la tyrannie d'un seul homme. Le pouvoir législatif est partagé entre 2 chambres, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Le suffrage universel masculin est supprimé, il est remplacé par un suffrage censitaire. Seuls les citoyens masculins payant l'impôt ont le droit de voter, ce qui met à l'écart du corps électoral une majeure partie des Français. Ce nouveau régime supprime les lois adoptées sous la Terreur, comme la loi du maximum général qui réglementait les prix du pain. Le régime favorise le libéralisme économique, ce qui enrichit la bourgeoisie, mais appauvrit le petit peuple. Le pouvoir est désormais aux mains de la bourgeoisie et le peuple n'a plus de rôle décisif à cause du rétablissement du suffrage censitaire. Malgré les succès militaires des armées françaises en Italie puis en Égypte, le régime est très contesté. C'est dans ce contexte qu'a lieu le coup d'État qui met Napoléon Bonaparte au pouvoir le 18 Brumaire de l'an 8, ce qui met fin au régime du Directoire. Le consulat s'inscrit dans la continuité de la Révolution et de la République. 3 consuls exercent le pouvoir exécutif. Mais c'est Bonaparte, en tant que premier consul, qui dirige véritablement. Le consulat est donc un régime ambigu où Bonaparte exerce un pouvoir autoritaire tout en se réclamant de la Révolution. La Constitution de l'an 8 réaffirme la séparation des pouvoirs, mais le pouvoir exécutif est renforcé. Le premier consul dispose d'un pouvoir important car il commande les armées et propose les lois. De plus, il contrôle le pouvoir législatif en nommant les membres du Conseil d'État et du Sénat. Enfin, il contrôle le corps électoral car seuls les candidats soutenant le régime peuvent se présenter aux élections. Un contact direct est établi entre Bonaparte et le peuple via le plébiscite. Le plébiscite est une question posée par le gouvernement au peuple à laquelle il est possible de répondre par oui ou par non. Pour Bonaparte, c'est un moyen de renforcer son autorité. En 1802, Bonaparte devient consul à vie à l'issue d'un plébiscite.
Fort de cette approbation, le régime devient progressivement un régime autoritaire, où la presse est censurée et la liberté d'expression réduite. C'est ainsi que le 2 décembre 1804, Bonaparte devient empereur sous le nom de Napoléon Ier, créant le Premier Empire et mettant fin à la République. Pour unifier et pacifier le pays, il crée la noblesse impériale constituée de l'ancienne haute noblesse et des hauts dignitaires révolutionnaires. Toute opposition politique est interdite. À partir de 1803, malgré la paix signée avec l'Autriche et le Royaume-Uni, Napoléon se relance dans la politique de conquête de l'Europe. Entre 1803 et 1811, une grande partie de l'Europe passe sous la domination de Napoléon, qui place les membres de sa famille à la tête des territoires conquis. À partir de 1812 et l'échec de la campagne de Russie, durant laquelle la Grande Armée est détruite, les défaites militaires se multiplient. Napoléon abdique une première fois en 1814 et est définitivement écarté du pouvoir après la défaite de Waterloo, le 18 juin 1815. C'est la fin du Premier Empire. Entre 1789 et 1799, les Français passent du statut de sujet à celui de citoyen. Jusque-là, exclus de la vie politique, les Français élisent désormais leurs représentants. Le pouvoir n'est plus détenu par un monarque absolu, il est partagé. Toutefois, la Terreur et le Premier Empire montrent la difficulté de l'apprentissage de la démocratie. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.